Mesdames, messieurs, à l'âge de 72 ans, alors qu'elle s'éteignait dans une chambre blanche à Alger, Biouna a chuchoté à son mari une phrase que personne n'aurait jamais imaginé entendre de la reine de l'humour algérien. Ce rire, ce n'était pas toujours le mien. Une confession bouleversante, presque irréelle, venant d'une femme qui, pendant plus de 50 ans, avait illuminé la scène avec son exubérance, sa verve, sa puissance. Elle, l'invincible, la flamboyante, celle qu'on appelait l'étoile indomptable du Maghreb. Pourtant, derrière les éclats de rire et les costumes flamboyants, se cachait une vérité insoupçonnée. Une fatigue invisible, une solitude pesante, une peur constante de décevoir. Pourquoi avoir attendu ce moment ultime pour révéler l'envers du décor? Quelle douleur se cachait derrière cette comédie de tous les instants? Et surtout, qu'a-t-elle confié à son mari dans les dernières heures de sa vie? Née sous le nom de Baya Bouzar le 13 septembre 1952 à Bellecour, quartier populaire d'Alger, Biouna grandit dans un environnement modeste mais vibrant. Très tôt, elle est attirée par les arts, la scène, le travestissement joyeux du quotidien. Adolescente, elle observe les adultes avec une acuité rare, captant les mimiques, les tics, les failles, pour en faire plus tard des sketchs. Mais ce n'est qu'après la guerre d'indépendance que sa voix commence à porter. Sur les planches du théâtre populaire algérien, elle explose. Insolente, libre, tranchante. Elle ose tout, surtout ce que les autres taisent. Dans les années 1990, alors que l'Algérie plonge dans une décennie noire, Biouna, elle, devient un refuge pour son public. Elle fait rire alors que tout s'effondre. C'est cette capacité rare qui va forger sa légende. En France, où elle s'installe partiellement dans les années 2000, elle brille dans des séries comme Madame le Proviseur ou dans Alouma, mais aussi dans la musique, où sa voix rauque et puissante séduit jusqu'à des artistes comme Christophe ou M. Elle devient l'icône d'un art populaire féministe, subversif, profondément enraciné dans la culture algérienne. Toujours parée de bijoux clinquants, fardée de rouge passion, elle imposait un personnage à la fois excessif et terriblement attachant. Elle faisait rire, mais jamais gratuitement. Chaque mot, chaque mimique était politique. Et pourtant, dans les coulisses, elle était connue pour sa rigueur extrême, son besoin de tout contrôler, sa peur du faux pas. « Je ne suis pas une comique », disait-elle un jour. « Je suis une survivante qui fait rire pour ne pas crier. » Ces mots, trop souvent ignorés, portaient en eux une vérité qu'on ne voulait pas entendre. Derrière l'artiste flamboyante se tenait une femme profondément humaine, parfois vacillante. Ses admirateurs, en Algérie comme en France, voyaient en elle une héroïne des temps modernes, une femme forte qui n'avait peur de rien. Elle osait parler de sexe, de religion, de politique. Elle moquait les hypocrisies, les silences gênés, les traditions qui étouffent. Elle incarnait la liberté de ton, de corps, de cœur. Mais cette image, aussi puissante soit-elle, allait peu à petit devenir une prison dorée. Car à force d'être attendue comme celle qui fait toujours rire, Biouna allait devoir enfouir ses propres failles. Il n'y avait plus de place pour la douleur, la lassitude, ni même pour la maladie. Jusqu'au bout, il tenait le rôle que le public lui avait attribué, celui de la femme inébranlable. Même ses proches la voyaient comme une Amazone invincible. Pendant des années, personne n'avait réellement perçu les premières fêlures. Biouna savait trop bien masquer la fatigue, trop bien habiller la douleur. Dans l'intimité du foyer, son mari observait parfois un silence étrange, un souffle plus court, un regard qui s'égarait. « Ça va, je gère », répétait-elle inlassablement, comme une formule magique destinée à verrouiller toute inquiétude. Mais ce que personne ne savait, c'est que cette phrase devenait de plus en plus difficile à prononcer. Au fil du temps, elle n'avait plus la même force, plus la même conviction. Les applaudissements, autrefois nourriciers, commençaient à se transformer en pression constante. Elle avait peur. Peur de décevoir, peur de fléchir, peur d'être vue autrement que comme la femme indestructible qu'on attendait d'elle. Son mari raconte que les premiers signes de maladie, elle les a balayés d'un revers de main. Un vertige ici, une douleur là. « Ce n'est rien, juste un coup de fatigue », disait-elle. Elle refusait de consulter, refusait d'annuler ses engagements,
refusait surtout d'admettre que son corps l'appelait au secours. Car pour elle, reconnaître la faiblesse, c'était trahir le personnage. C'était briser l'illusion qu'elle avait mise une vie entière à bâtir. Sa peur la plus profonde n'était pas la mort, c'était d'être perçue comme vulnérable. Et cette vulnérabilité, elle la camouflait derrière des rires de plus en plus mécaniques, de plus en plus douloureux. Un soir, après une répétition particulièrement éprouvante, elle s'est effondrée dans sa loge. Non pas en larmes, mais en silence. C'était un silence lourd, massif, inhabituel. Son mari, présent ce jour-là, l'a trouvée assise, immobile, les mains crispées sur ses genoux. Quand il lui a demandé ce qui n'allait pas, elle a simplement répondu « Je suis fatiguée de tenir debout, fatiguée de faire semblant ». C'était la première fois qu'elle laissait entrevoir la vérité, une vérité qu'elle allait pourtant continuer à refouler pendant des semaines, espérant que tout cela passerait comme un simple nuage d'orage. Mais ce nuage allait s'épaissir. Ses passages à la télévision devenaient plus rares, son énergie fluctuait. Certains journalistes parlaient d'un retrait stratégique, d'autres murmuraient qu'elle préparait un grand retour. Personne ne soupçonnait l'ampleur réelle de la bataille qu'elle menait. Dans sa maison, elle luttait contre la douleur, contre l'essoufflement, contre la peur de s'effondrer devant les caméras. Elle ne voulait pas offrir cette image-là au public. « Je veux que les gens se souviennent de moi debout, pas couché », répétait-elle souvent. Son mari raconte qu'un matin, alors qu'il prenait le petit déjeuner, elle a lâché une phrase étrange. « Tu sais, le rire c'est comme une armure, mais parfois il devient trop lourd. » Il n'avait jamais entendu ça dans sa bouche. Elle, si vive, si tranchante, si brillante, parlait désormais comme quelqu'un qui se détache doucement du monde. Il comprendra plus tard qu'elle était déjà dans un processus d'acceptation qu'elle n'osait pas nommer. Les semaines suivantes ont été marquées par une succession de moments de lucidité et d'épuisement. Parfois, elle reprenait son ton d'antan, celui de la diva irrévérentielle. Parfois, elle restait simplement allongée, regardant le plafond comme si elle cherchait une issue. Un soir, au bord des larmes, elle a admis « Je n'arrive plus à être la femme que tout le monde attend, et j'ai peur qu'il m'en veuille. » C'était une phrase déchirante. Elle ne parlait pas seulement de ses fans, mais de son pays, de sa culture, de toute une génération pour qui elle représentait la liberté, le courage, la défiance. Alors, qu'est-ce qui s'est réellement passé dans ces jours suspendus, où son personnage et sa vérité ont commencé à se heurter? Comment cette femme qui avait toujours transformé la douleur en éclat de rire a-t-elle fini par faire face à ses propres ombres? Et surtout, quel événement précis a poussé Biouna à cesser définitivement de jouer le rôle de sa vie pour enfin révéler la femme qu'elle était, fragile et lumineuse à la fois? Ce fut un matin de février que tout bascula. Le visage pâle, la voix éteinte, Biouna s'était levée avec peine, incapable d'enfiler ses boucles d'oreilles, un geste pourtant rituel, sacré presque. Elle resta debout, face au miroir, longtemps. Trop longtemps. Quand son mari entra dans la pièce, elle n'avait pas bougé. Ce jour-là, elle murmura « Je crois que je ne peux plus tricher », c'était dit. Le masque, patiemment porté pendant des décennies, s'effritait. Pour la première fois, elle acceptait que le monde la voie sans phare. L'annonce de son hospitalisation fut soigneusement dissimulée. Elle insista. Pas de communiqué, pas de message. Je ne veux pas d'effusion, je veux du silence. À ses proches, elle demanda de ne rien publier, de ne rien commenter. Biouna voulait disparaître avec dignité. Elle avait donné toute sa vie sur scène. Elle voulait garder ses derniers instants pour elle. Son mari fut le seul autorisé à rester auprès d'elle, jour et nuit, témoin privilégié de cette lente traversée entre lumière et ombre. À l'hôpital, Biouna reprit contact avec ce qu'elle avait trop longtemps enfoui.
Elle parlait peu, mais chaque mot comptait. Un jour, alors qu'on lui proposait un plateau repas, elle lança un sourire. « Tu te rends compte ? J'ai passé ma vie à nourrir les autres de rire, et là, on m'apporte des compotes. Un humour intact, mais traversé de mélancolie. » Le corps, lui, montrait des signes d'épuisement irrémédiable. Les médecins parlaient d'un syndrome multiorganique avancé, conséquence d'une affection silencieuse qu'elle avait trop longtemps ignorée. Dans ses jours suspendus, elle relut des lettres anciennes, regarda des photos fanées, mais surtout, elle parla. Pas comme Biouna la star, mais comme Baya la femme. À son mari, elle dit « J'ai trop souvent ri pour les autres, pas assez pour moi. » Il comprit alors que le rire n'avait pas été un simple outil artistique, mais un rempart, un mur protecteur contre l'angoisse et la solitude. Elle ajouta « Ce costume de lumière, je l'ai aimé, mais il m'a épuisé. » Chaque soir, il s'asseyait à ses côtés, la main dans sa liée. Elle ne voulait pas de musique, pas de télévision, juste des silences pleins, chargés de tout ce qui n'avait jamais été dit. Une nuit, elle confia, presque honteuse, « J'ai peur qu'on découvre que je n'étais pas si forte que ça. » Son mari lui répondit doucement, « C'est justement ta force, Baya. Tu t'es tenue debout quand d'autres se seraient effondrés. » Ce fut l'un des rares moments où elle laissa couler des larmes, non pas de douleur, mais de soulagement. Elle ne jouait plus. Les jours passaient, inéluctables. Biouna écrivait parfois quelques phrases sur un carnet. Elle y inscrivait ses doutes, ses regrets, mais surtout des souvenirs doux. Son premier rôle, son public en liesse, une lettre d'un fan de Tizi Ouzou, les éclats de rire partagés avec sa sœur disparue. Ces mots, elle ne voulait pas les publier. Elle disait « C'est ma vérité, pas un spectacle. » Dans l'intimité de la chambre, un jour, elle lâcha la phrase la plus douloureuse. « Je crois que j'ai empêché les gens d'entrer dans ma faille. Même toi, je ne t'ai pas tout laissé voir. » Il ne répondit pas. Il serra simplement sa main un peu plus fort. Les dernières heures de Biouna se sont déroulées dans un calme presque irréel. Ce n'était ni le tumulte des projecteurs, ni le chahut des rires. C'était le silence d'une vérité longtemps étouffée. Son mari raconte que, cette nuit-là, elle était étonnamment sereine. Les machines bipaient doucement autour d'elle, mais elle semblait ailleurs, détachée de tout. Elle lui sourit faiblement et dit « Ce soir, je n'ai plus peur. » Il était là, seul témoin de cette transition douce entre la légende et la femme. Elle avait refusé que leurs enfants viennent la voir ainsi, préférant qu'ils gardent le souvenir d'une mère forte, droite, vibrante. Le médecin entra vers 3 heures du matin pour un dernier contrôle. Les constantes étaient stables, mais le visage de Biouna s'était apaisé d'une manière étrange, presque lumineuse. Elle avait trouvé sa propre paix. Peu avant l'aube, elle demanda à ce qu'on ouvre la fenêtre. Elle voulait sentir l'air, même faiblement. Elle murmura « Il y a trop longtemps que je respire pour les autres. Juste une fois, je veux respirer pour moi. » Et ce fut là, dans cette chambre d'hôpital sans éclat, que le masque tomba une dernière fois. Biouna, sans maquillage, sans perruque, sans artifice, était plus belle que jamais. À 5h12, elle regarda son mari une dernière fois. Les mots vinrent lentement, avec un souffle fragile. « Merci d'avoir vu la femme, pas seulement l'icône. Et pardonne-moi d'avoir fermé la porte trop longtemps. » Puis elle ferma les yeux. Une larme roula sur sa joue, unique et silencieuse. Son cœur s'arrêta sans violence, comme si elle s'endormait enfin dans un lit qui lui appartenait. Son mari resta là, longtemps, la main posée sur sa sienne. Il dit qu'il n'a pas pleuré tout de suite. Il ressentait une forme de soulagement étrange, celle de savoir qu'elle était partie réconciliée avec elle-même. Elle n'était pas morte dans la solitude ou la confusion. Elle était morte en femme libre, après avoir lâché le rôle qu'elle avait tant tenu.
Quelques jours plus tard, il trouva un petit mot glissé dans son carnet, écrit à la main, tremblant. Il disait simplement « Ce que je laisse derrière moi n'est pas un mythe. C'est une femme, pleine de fissures, de flammes et de tendresse. Si quelqu'un lit ceci, riez, mais ne m'oubliez pas. » C'est ce mot qu'il a accepté de lire à voix haute lors de la cérémonie. Et ce fut là, dans ce silence partagé par des centaines de proches, qu'on comprit enfin que Biyuna ne s'était pas seulement éteinte, elle s'était révélée. Elle avait bâti sa vie sur des éclats de rire. Pourtant, ce sont ces silences qui nous marquent aujourd'hui. En s'éteignant sans bruit, Biyuna nous a offert un dernier rôle, celui de la vérité nue. Elle, qui refusait la plainte, a fini par embrasser sa propre fragilité avec une élégance bouleversante. Ce n'est pas l'icône qui nous émeut à présent, mais la femme, avec ses doutes, ses blessures, ses ultimes confidences. Chers téléspectateurs, combien d'entre nous portent un masque chaque jour ? Combien d'entre nous craignent que leur douleur n'abîme l'image que les autres attendent ? Le parcours de Biyuna nous rappelle qu'accepter ses failles n'est pas une faiblesse, mais un acte de courage. Derrière les robes flamboyantes et les vannes cinglantes, se cachait une âme sensible qui n'aspirait qu'à être aimée pour ce qu'elle était vraiment. En refermant ce chapitre, nous ne retiendrons pas seulement ses spectacles, mais aussi ce souffle final où elle a cessé de jouer pour enfin vivre, pleinement, sincèrement, en paix. Et vous, saurez-vous un jour poser votre armure et dire « Moi aussi, j'ai le droit d'être fragile »